Alors on va reprendre donc, cet après-midi, cette fois-ci de formation. Donc après la révolution du matin, la réforme de l'après-midi, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis après avoir mangé, on est un peu fatigué, on est un peu mou, donc vaut mieux passer à la réforme. Tout de suite, on va dire. Non, mais grosso modo, on va faire un peu sur le Portugal aujourd'hui. Aujourd'hui, et même avec une histoire, on va dire, récente, parce qu'on ne peut pas faire du aujourd'hui sans revenir sur les quelques années en arrière, même si je ne sais pas exactement ce qu'a prévu de faire Patrick, mais bon, on va voir ça. Et donc là, il y aura un lien direct avec ce qui se passe en France et puis partout en Europe, parce que le Portugal, comme chacun le sait, fait partie de l'Union européenne. Voilà, donc le thème de l'après-midi, c'est le Portugal aujourd'hui, la politique aujourd'hui, la gauche et le bloco de Esquerda en particulier. Voilà, je laisse la parole à Patrick. Non, merci. Alors oui, effectivement, la grande nouveauté, c'est le bloco de Esquerda, le bloc de gauche sur lequel je vais revenir en détail. Alors juste, je voudrais commencer par un petit avertissement. C'est encore plus compliqué que ce matin. Parce que, non mais, ce matin, on connaît la fin du film et on peut discuter de la fin du film. Là, on est à chaud, avec des militants qui ont des relations fraternelles avec le NPA, qui font une politique. Donc on peut discuter des choses, mais encore une fois, essayons de se garder de jugement, essayons de réfléchir à ce qui se passe, ce que les uns et les autres proposent comme réponse, l'intérêt, les difficultés. Enfin, je trouve que c'est plus efficace, me semble-t-il, plus utile pour nous. Alors, le Portugal aujourd'hui, c'est un petit peu plus d'habitants, il y a presque 11 millions d'habitants, dans une situation économique absolument terrible. Bon. Le pays est rentré dans l'Union européenne en, je ne sais plus, 86. C'est-à-dire qu'en fait, dès 77, il a demandé l'entrée dans l'Union européenne. Il est rentré en Union européenne en 86. Mais c'est une grande phase de développement, d'ouverture, de modernisation du pays sur beaucoup de choses. Bon. Les choses commencent à bouger en milieu des années 2000, comme partout ailleurs, la grande crise. Bon. Et entre 2000 et aujourd'hui, on a une dégradation assez régulière de la situation économique. La dette en pourcentage du PIB, c'était 70% du PIB en 2007, c'est aujourd'hui 130%. Bon, le déficit a augmenté, le déficit, les fameux 3% dont on en bat les oreilles. Le chômage est passé de 8 à 18%. Le chômage des jeunes est passé d'une vingtaine de pourcents à 45, 50, ça dépend les chiffres. Bon, et on est dans une... Non, mais je veux dire, après, les chiffres très précis, ça, jamais... C'est pas un exposé économique, on cherche la validité des statistiques et tout ça. Mais quand même, pour vous donner une petite idée, un quart des contrats de travail sont des contrats précaires. Chez les jeunes, c'est la moitié. Bon, le salaire minimum est inférieur à 500 euros. Le seuil de pauvreté au Portugal, c'est 420 euros, ce qui signifie que les gens qui touchent le salaire minimum sont en dessous du seuil de pauvreté, parce qu'une fois que tu as fini de payer les cotisations pour la sécurité sociale, avec le salaire minimum, tu es en dessous du seuil de pauvreté. Ça donne une petite idée. Les jeunes sont tous en dessous du seuil de pauvreté, enfin, tous, même y compris ceux qui travaillent. Voilà. On estime que 20% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Il y a 600 000 chômeurs, il y en a un tiers qui a 0 allocation chômage. Bon, je donne quelques chiffres comme ça, sans vous assommer de chiffres, pour comprendre qu'on est dans une situation économique et sociale absolument terrible. Bon. Avec la fin de l'exode rural, et aussi aujourd'hui, et depuis les 5 dernières années, un exode des jeunes. C'est-à-dire qu'on est reparti, ce que je vous ai expliqué juste avant la révolution portugaise, et là c'est pour d'autres raisons, c'est pour des raisons économiques, c'est que quand tu as 50% des jeunes qui sont au chômage, les jeunes diplômés, principalement d'ailleurs, c'est principalement ceux-là, ils s'en vont par milliers tous les ans du Portugal. C'est vraiment une évolution extrêmement importante. Comment dire, du point de vue des forces politiques,
Alors on a exactement celles qu'on a, qui se sont mis en place à l'issue de la révolution des œillets. C'est-à-dire qu'on a les partis de droite. Il y a un parti qui s'appelle le PSD, parti de droite, parti social-démocrate, mais ça c'était l'ambiance quand il a été créé. C'est un parti de droite classique. Il y a un centre démocratique et social qui est de droite aussi. Et on a le parti socialiste qui est toujours là, le parti communiste qui est toujours là, avec des caractéristiques qui ont un petit peu évolué, mais pas beaucoup, par rapport à ce matin. C'est-à-dire que il a quand même toujours une forme d'organisation stalinienne, hein, avec, bon, je vous ai dit, il est nostalgique de l'Union soviétique, et la Corée du Nord et le Parti communiste chinois, ça apparaît comme étant un modèle, ce qui aujourd'hui est quand même un peu, disons, exotique, pour ne pas utiliser le vocabulaire plus blâmant que celui-là. Bon, mais et ce qui a une autre caractéristique, c'est qu'il a depuis le début, c'est un modèle de fonctionnement où les organisations syndicales, organisations quelles qu'elles soient, dans lesquelles il est, sont des organisations sous tutelle du Parti communiste. C'est-à-dire que le Parti communiste dirige le syndicat. Enfin, c'est un système qu'on ne connaît plus exactement en France. La grande nouveauté au Portugal de ces 20 dernières années, c'est la création du bloc de gauche. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est une organisation qui s'est construite différemment que le MPA et qui aujourd'hui joue un rôle politique central au Portugal. Alors, le bloc de gauche s'est construit donc en opposition à la droite, aux socialistes et y compris au Parti communiste, qui s'est fondé en 99, maintenant presque 20 ans, hein, par le regroupement de 3 organisations politiques, l'extrême gauche, l'essentiel de l'extrême gauche qui restait à l'époque, l'UDP qui était en fait la fusion de tous les groupes maoïstes subsistant après la révolution des œillets, le Parti socialiste révolutionnaire qui était la section portugaise de la 4e internationale, trotskiste donc, et un groupe qui s'appelait Politica 21, qui était une organisation issue de la crise du Parti communiste, parce qu'il y a quand même eu des scissions dans le Parti communiste de courants qui refusaient la politique stalinienne. Plus des indépendants, parce que de toute la période révolutionnaire, il reste encore des gens, je parlerai par exemple de gens qui ont été en prison sous Salazar, qui ont fait la révolution des œillets, et qui sont maintenant au bloc de gauche, qui ne sont pas issus de ça. Donc d'emblée, cette organisation s'est construite, non pas comme un front électoral, mais comme un mouvement politique. L'idée n'était pas simplement d'avoir des listes aux élections, etc., mais d'avoir un mouvement politique avec des structures, une démocratie, un fonctionnement, etc. Et, et des adhésions individuelles. C'est-à-dire que on adhère au bloc de gauche, on peut être dans un des courants, il y a encore des courants, des réunions, des machins, etc., mais on adhère au bloc de gauche. Bon, en 2007, il y avait 4000 adhérents. Aujourd'hui, on est à 10-12 000. Bon, c'est un pays de 11 millions d'habitants. Ça vous donne une relation en comparant avec la France. Hein. Bon. Même si la volonté de se lier à une organisation politique au Portugal ne se pose pas exactement dans les mêmes termes que dans un pays comme il est implanté, évidemment, quand on a une représentation de ce type, dans le mouvement syndical, dans les entreprises, beaucoup dans le mouvement de défense des immigrés, on a des problèmes similaires à la France, dans le mouvement des précaires, dont je vais reparler, parce qu'il y a une véritable activité des précaires. Et bon, petit à petit, parce qu'en gros, les forces syndicales, il y a la CGT qui est liée au Parti communiste, CGTP, l'UGT qui est un syndicat dominé par les partis socialistes, hein, la CGT est dirigée par le PC, il revendique 750 000 adhérents, l'UGT dirigé par le PS, oui c'est beaucoup, hein, l'UGT dirigé par le PS c'est 400 000 membres, et puis il y a d'autres organisations, dont une grosse organisation de précaires qui s'appelle Précaires Inflexibles. Le bloc de gauche a rapidement, alors quand il s'est créé, il faisait 2,44% aux élections. Il est resté aux alentours de les 2-3 premières années, il est resté entre 2 et 3%.
il a commencé à atteindre 5% entre 2004 et 2009, et c'est à partir de 2009 qu'il a atteint 10% aux législatives. 10% aux législatives, ça veut dire une quinzaine de députés, et ça veut dire une présence dans tous les débats politiques, présentation de motions de censure, proposition de loi, enfin, etc. Donc à 10%, c'est pas seulement un résultat électoral, c'est une présence dans les institutions. Il y a eu une chute en 2011, quand la Troïka est arrivée au Portugal, je vais y revenir, et puis il est redevenu aujourd'hui aux alentours de 10%. Donc c'est une organisation qui a une vraie surface sociale, hein, parce qu'une dizaine de milliers de militants dans un pays comme le Portugal, c'est sérieux. Une dizaine de pourcents aux élections, ça représente quelque chose. Bon, ce qui est intéressant, et je vais insister là-dessus, c'est comment ils ont conçu la création de ce parti, comment ils ont réussi à unifier toutes ces organisations qui avaient des histoires très très différentes, les individus. Et je vais vous lire une interview de Francisco Louça, qui a été le porte-parole du bloc de gauche jusqu'à il y a 2-3 ans maintenant. C'était un dirigeant trotskiste du PSR. Mais je trouve que ses explications sont généralement, il y a les 2 ou 3 plus intéressants, c'est Francisco Louça et Rosas. Rosas, qui lui est un ancien maoïste. Alors, Francisco Louça, lorsque le bloc s'est formé, il y a 8 ans, c'est une interview qui date de 2007, nous avons fait un choix politique que je crois toujours valable. Créer notre parti sur la base de confrontations politiques qui définissent notre intervention et non d'une cohésion idéologique a priori. La possibilité de construire ce regroupement dans une situation très défensive impliquait que nous soyons capables de formuler des propositions politiques et d'avoir un impact sur la société. Le raisonnement, ce n'est pas de définir un programme, mais c'est comment on fait pour avoir une politique qui a un impact sur l'ensemble de la société. Hein, il insiste, nous sommes définis comme des socialistes, dans un double sens, en rejetant le stalinisme, l'URSS, et en nous revendiquant de la lutte anticapitaliste, etc. Mais ce qui est vraiment important, en particulier pour les organisations qui ont suivi la voie de petits groupes minoritaires, c'est de trouver le moyen d'exprimer des idées politiques qui disputent l'influence sur les masses. Donc de traduire nos idées en propositions concrètes très liées à la modalité de la vie réelle. De créer une gauche forte, capable d'être une alternative concrète pour la majorité de la population, capable d'organiser la lutte, par rapport à ce qu'on discutait ce matin, capable de diviser le centre et d'empêcher la social-démocratie, que la social-démocratie soit une référence. Et encore une idée que je trouve assez intéressante, non, il y a 2 idées que je trouve encore assez intéressantes. La première, c'est, nous défendons par contre que notre gauche est tenue de disputer la conscience et la capacité d'action des gens sans se limiter à faire de la propagande pour le socialisme. En réalité, l'idée selon laquelle la seule alternative pratique serait le socialisme, ça ne peut pas être un objectif immédiat. Pour lutter, il faut tout, mais on ne peut pas tout avoir. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, il y a vraiment l'idée qu'on est efficace lorsque on est capable de se poser comme référence dans les débats politiques nationaux à une échelle de masse. Je respecte beaucoup les noyaux militants et la tradition de la gauche radicale européenne, mais je crois que si un parti n'est pas capable de se poser comme référence dans les débats politiques nationaux, notamment par sa capacité d'initiative, il va à la faillite. Et donc le programme, c'est en fait d'avoir une arme politique pour peser sur l'ensemble de ce qui se passe dans la société. Donc j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on va voir dans les choix qu'ils font, c'est pas des choix idéologiques, c'est qu'est-ce qu'on fait pratiquement, quel effet ça a et comment on continue. Ce qui n'est pas toujours une façon de discuter de la politique dans nos organisations. Alors ils ont un programme classique, plein emploi, défense des services publics. Au départ, se sont affirmés comme européistes de gauche, c'est eux-mêmes qui disaient ça, c'est-à-dire qu'on est pour l'Europe, mais on est pour une Europe démocratique, etc. etc. Je vais y revenir parce que ils ont changé d'avis là-dessus.
Ils sont contre la dégradation climatique et ils ont joué un rôle important, je vais y venir maintenant, sur les questions, on dit sociétales en France, les questions de société, c'est-à-dire la criminalisation du harcèlement sexuel, les violences domestiques, le mariage homosexuel, la question de l'avortement, etc. Mais c'est aussi lié au fait qu'au Portugal, quand ils ont commencé à militer, il y avait une société qui était en train de craquer sur toutes ces questions et qui, on va le voir, a eu des conséquences importantes. Dernier petit point, ils ont eu quelques scissions depuis qu'ils sont créés, essentiellement des courants les plus à droite, les plus proches du PS, qui ont plus ou moins réintégré le PS, et de petits groupes révolutionnaires qui étaient là pour construire leur truc. Non, mais bon, voilà, des gens qui sont rentrés dans le bloc de gauche pour défendre un point de vue, puis ressortir une fois qu'ils avaient 50, 100 militants. Voilà. Passons, c'est du détail. Des lambertistes. Non, là, c'était des morinistes. Trotskistes argentins. Bon, il y a eu un mouvement pour l'altermondialisme au début des années 2000, mais qui n'a jamais été un mouvement de masse, qui a plus été un mouvement qui était important du point de vue des débats. Comment créer notre société, etc. Bon. La situation, donc c'est une situation assez étale, en réalité, jusqu'en 2007. Dans un pays qui est entre 86, ouverture de l'Europe, et 2007, quand on va au Portugal en 74, on y va 30 ans après, c'est plus le même pays. Hein. Il y a deux pays qui ont complètement changé, l'État espagnol aussi, mais la Grèce, c'est la Grèce. Hein. Grèce et Portugal, c'est des pays en 30 ans, c'est plus la même société, il n'y a plus rien qui fonctionne comme avant. Bon. Donc, tout se déroule comme ça, je dirais, jusqu'en 2007. Et en 2007, là où la situation politique commence à changer réellement, c'est sur une bataille sur la question de l'avortement. Les lois sur l'avortement sont restées identiques à celles qui ont été adoptées juste après la révolution des œillets, c'est-à-dire qu'une femme, en 2007, une femme qui avorte peut faire de la prison parce qu'elle a avorté. Non seulement l'avortement n'est pas légal, mais il y a des gens qui font de la prison. Et plusieurs députés du PS et du bloc de gauche mettent en place une grande campagne sur cette question d'avortement. Et ça va durer plus d'un an. Plus d'un an. C'est-à-dire qu'ils mettent en place une campagne avec d'abord une initiative qui recueille 160 000 signatures pour un référendum. Il y avait eu un référendum 10 ou 15 ans avant sur lequel il y avait eu maintien de la loi précédente. Et quand le PS se fait élire en 2005, donc la campagne commence en 2005, quand le PS se fait élire, il met en place le référendum. Et là, il y a une campagne qui dure un an. En fait, la campagne a commencé en 2005 et elle s'est finie en 2007. C'est-à-dire 2 ans de travail politique sur la question de l'avortement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est avec des associations, des mouvements, un mouvement féministe, un mouvement de médecins, un mouvement d'artistes, des jeunes, etc., etc. Le PC est à côté, crée comme d'habitude ses propres mouvements, mais le bloc de gauche est là-dedans et impulse, il percute l'ensemble de la société. C'est-à-dire qu'on a une situation où non seulement le PS passe du côté des pro-avortements, mais où une partie de la droite est percutée, il ne reste plus que la droite la plus extrême et l'Église catholique. Bon. Mais le bloc de gauche là-dedans a une politique qui consiste à impulser les mouvements de masse, je ne sais pas comment ils appellent ça, passons, mais aussi sa propre campagne en tant que parti avec des rassemblements dans tout le pays, des centaines de milliers de tracts autour d'un axe. Alors c'est là où on voit comment fonctionne le bloc de gauche. Il est temps de mettre fin à l'humiliation des femmes. C'est pas un grand débat théorique, le droit à la grossesse, le droit machin. C'est un scandale. L'année, je ne sais plus quand, telle année, il y a 17 femmes qui ont fait de la prison parce qu'elles ont été jugées, etc. Et il faut mettre fin à l'humiliation des femmes. Et ils ont centré leur campagne là-dessus. Avec l'état d'esprit, en centrant la campagne là-dessus, on va faire basculer la société. Là, c'est ce qui s'est passé. Ils ont obtenu 60% en faveur d'une dépénalisation de l'avortement.
ils ont compris, fait basculer une partie des députés de droite sur le thème. Hein, faut pas, il est hors de question qu'on puisse emprisonner une femme parce qu'elle a avorté. Et donc c'est une victoire, c'est la première victoire politique importante au Portugal sur les 30 années qu'on précède. C'est où tu as un courant politique qui réussit par son action sur 2 ans à faire bouger la société. C'est pas seulement défendre des idées, c'est bien, les gens vous disent c'est intéressant votre truc. Non, c'est basculer la société dans une autre situation et a suivi le mariage homosexuel et tout. Alors que la bataille qu'ils ont menée, c'était une bataille sur un truc minimal. Hein. Il est scandaleux que des femmes puissent être mises en prison. Ce qui est assez intéressant. Donc, et là, la situation change. Il commence à y avoir des mouvements de masse. Hein, des mouvements de masse des manifs d'enseignants, des mouvements de précaires, parce que la précarisation commence. Et petit à petit, ces mobilisations s'amplifient. En 2010, il y a, alors c'est 2010, je ne me trompe pas, la première grève générale à l'appel des 2 syndicats, la CGT et l'UGT, depuis la chute depuis 1974. Une grève unitaire, 3 millions de grévistes. C'est en 2010. Bon, elle avait été précédée de grèves dans le service public en mars, en mai. Il y avait en novembre la fonction publique à nouveau. Et ça, c'est le 24 novembre, c'est le cas général. Donc 3 millions de grévistes dans un pays comme le Portugal, c'est assez considérable. Hein, quand on sait qu'il y en a un quart qui a des contrats précaires, les chômeurs et tout, c'est absolument considérable. Bon. Et donc là, la situation commence à changer. La situation commence à changer parce que se crée l'idée qu'il est possible d'agir. Alors, il est vrai que les attaques commençaient à être importantes, hein, puisqu'il s'agissait de réduction des indemnités de chômage, réduction des allocations familiales, réduction de salaire de 5% dans le secteur public. Là, c'est pas l'absence d'augmentation, c'est diminution de salaire. C'était aussi, j'ai perdu la ligne, la hausse de 2 points de la TVA, enfin bon, voilà. C'est le début c'est un seuil dans le démantèlement de l'État-providence. Et là-dessus, les mobilisations vont continuer. En 2011, se met en place un mouvement de précaires, avec une organisation nationale, les précaires inflexibles, dont je vous parlais tout à l'heure, une espèce de collectif de précaires. Ça, c'est un des pays où on a connu ça. Il y a eu ça un peu dans l'État espagnol. Mais là, il y a eu une manifestation le 12 mars 2011 de 300 à 400 000 personnes précaires qui manifestent. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Donc, entre 2010 et la grande grève générale de 3 millions de personnes, une manifestation de 300 à 400 000 précaires en 2011. Alors, la génération précaire... Alors, je vais vous lire un peu quelques éléments du manifeste. Protestation apartidaire, laïque et pacifique. Pour le droit à l'emploi, pour l'amélioration des conditions de travail, la fin de la précarité, le droit à l'éducation, la reconnaissance des qualifications. Nous ne voulons pas être obligés à émigrer. Je sais pas, on triche avec le présent pour ne pas avoir l'opportunité de concrétiser notre potentiel. C'est une insulte au passé parce que les générations antérieures ont travaillé pour notre accès à l'éducation. Le futur est hypothéqué. Bon, vous voyez le type de texte, mais qui permet à 300 à 400 000 précaires d'être dans la rue. Bon. Et c'est là que la Troïka arrive au Portugal. Alors, dans cette période-là, et l'arrivée de la Troïka au Portugal, c'est vraiment un tournant dans la situation. Juste avant ça, le bloc de gauche, sur la base de la victoire sur l'avortement et de la campagne sur les précaires, obtient 10% aux législatives. Donc, quand la Troïka arrive, ils ont une quinzaine de députés, dont Francisco Louçal, porte-parole.
C'est donc une organisation, enfin 10%, vous voyez ce que ça veut dire quand on dit que 10% des élections. Alors, la position classique de ces élus, c'est de se battre pour les lois qui défendent les travailleurs et rejetant toute alliance avec le Parti socialiste. Notre objectif, c'est de battre les maîtres du Portugal. Le PS est un parti converti au libéralisme. Nous rejetons toutes les illusions à propos d'une alliance avec un autre PS de gauche qui n'existe pas. Seule la rupture avec les politiques libérales et en conséquence, ce changement de la carte politique peut ouvrir une politique de gauche. Donc leur attitude est très claire au Parlement, c'est cette attitude-là contre le PS, etc. Quand la Troïka arrive au Portugal, elle arrive en 2011, et en gros, il y a une pression qui est faite sur les partis pour qu'ils aillent négocier avec la Troïka. Et la campagne de masse qui est engagée par le gouvernement, c'est le PS qui est au gouvernement à ce moment-là. Oui, j'ai oublié de vous dire, le PS succède à la... Enfin, c'est PS droite. Oui, c'est ça, voilà. Et alors, l'appel à la Troïka, c'est le PS. C'est quand le PS était au gouvernement que ça a été fait, ça a été géré par le PS et la droite, mais de la même manière. Alors, vous savez ce que c'est la Troïka, non? Ça vaut le coup que je dise 3 mots. Oui. Bon. C'est en fait, quand on est membre de l'Union européenne, il y a des règles à respecter de déficit, de relation au déficit, et d'être dans les mécanismes économiques décidés par l'Europe. Dès lors qu'on ne les respecte pas, le problème qu'ont les pays, tous les pays sont endettés. Je veux dire, la France emprunte 180 milliards par an, par exemple. Bon, je ne sais pas au Portugal combien c'est. Ces emprunts, ils ne peuvent pas se faire auprès de la Banque européenne, qui a décidé qu'elle ne prêterait pas. Ils se font auprès des boîtes privées, des banques privées, qui se font du fric sur la dette des États. Enfin, bon, voilà, tout va bien. Bon. Et donc, il y a des moments où tout ça est plus gérable, et où ce qui s'est passé en Grèce, et c'est ce qui s'est passé au Portugal, l'Europe dit, écoutez, là, vous êtes en train de dépasser les lignes rouges, ça va plus, et donc envoie la Troïka. La Troïka, c'est la Banque européenne, la Commission européenne et le FMI. Et donc, c'est les financiers du monde capitaliste qui sont là, et puis qui leur disent, écoutez, c'est très simple, vous avez une dette, il faut la rembourser. Ce qui est important, c'est pas que le pays fonctionne, que les gens vivent. Non, ce qui est important, c'est que les banques récupèrent le fric qu'elles vous ont prêté. Donc pour que les banques récupèrent le fric qu'elles vous ont prêté, il faut que vous diminuiez les frais de l'État. Et donc, il faut sucrer des emplois de fonctionnaires, il faut diminuer les retraites, il faut pas le dessin, attaquer la sécu, il faut ci, il faut ça, enfin voilà, pour que quand même les banques puissent vivre. Bon, et alors, ce qui est fantastique, et c'est pour donner une idée quand même de ce qu'était le niveau politique à ce moment-là, c'est qu'il y avait eu des mobilisations de masse, la grève générale et le mouvement des précaires, mais il y avait l'idée, l'Europe nous a apporté quelque chose. Parce que c'est vrai, pour le coup. C'est que l'entrée dans l'Europe a voulu dire... D'ailleurs, il y a le même problème en Grèce, au niveau relation du pays et des gens avec l'Europe. Pour la France, on n'a pas cette relation-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas un pays qui a connu un développement exponentiel grâce aux fonds européens. Alors que la Grèce et le Portugal, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Bon. Et il y a même certains pays de l'ancienne Europe de l'Est, comme la Bulgarie, des trucs, il y a des îlots, des trucs tout à fait étonnants où l'Europe arrive avec des frics et d'un coup, pouf, il y a des routes qui poussent, des entreprises, enfin voilà. Donc les gens, ils vivaient là-dedans depuis la fin des années 80, et en plus l'entrée dans l'Europe, c'était à la fois ce développement économique, puis l'ouverture vers le monde, la circulation. En 74, pour aller au Portugal, c'était la Croix et la Bannière, il y avait 3 routes. Aujourd'hui, il y a 15 autoroutes, enfin je sais pas, je dis 15, je sais plus le nom, mais il y a des autoroutes partout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un pays qui s'est complètement ouvert vers l'Europe, vers les échanges, etc. Bon. Et quand les socialistes ont fait appel à la Troïka, la campagne c'était ça va nous sauver. Ça va être merveilleux, la Troïka va venir, va régler nos problèmes. Et la première réaction, quand la Troïka est arrivée, ça a été de dire, mais
à une échelle de... Enfin, les gens n'étaient pas contre ça. Il n'y a pas eu d'hostilité dans la population à l'arrivée de la Troïka. Hein. Et on va le voir, le bloc de gauche a perdu entre 2009 et 2011, les élections ont eu lieu après l'arrivée de la Troïka, la moitié de ses voix. Et leur explication, c'est qu'eux, ils ont refusé d'aller négocier avec la Troïka. Ils ont dit, nous, on ne va pas négocier avec ces gens-là, on sait ce qu'ils vont nous proposer, il faut se battre contre. Et là, il y a eu, au milieu de l'année 2011, une situation extrêmement difficile pour le bloc de gauche et tous ceux qui étaient hostiles à l'opération d'austérité qui était en train de se mettre en place. Mais ça va changer très vite. Ça va changer très vite. Mais ça va mettre un an à changer, très vite. Tout ça se produit en 2011. Les mesures proposées par la Troïka depuis 2011 attaquent tout, hein, sur les salaires, les secteurs stratégiques qui avaient été nationalisés en 1975. Donc on a la privatisation des aéroports, de la fameuse société d'aviation, les postes, la télé, les transports. Il y a une attaque aussi sur le système de santé qui est perçue par la société comme un acquis de la Révolution, vraiment le système de santé, qui est un système inspiré du système de santé britannique, qui est assez performant. Hein. Et c'est une des nations européennes en pointe sur la question de santé jusqu'aux années 2010, le Portugal, qui n'est pas une grande économie. Et donc, c'est toutes ces attaques, avec tous les systèmes qu'on a connus en France, hein, l'augmentation des tickets modérateurs, les forfaits, enfin exactement les recettes austéritaires qu'on connaît ici. Et la population bascule complètement en un an. C'est-à-dire que autant en 2011, elle disait mais la Troïka va arriver, ça va nous sauver. En 2012, les gens se sont aperçus que ça ne les sauvait pas du tout. Et c'est l'inverse qui va se produire. C'est une mobilisation de masse qui va se dérouler le 15 septembre, qui est le deuxième grand basculement de la situation politique dans ce pays. Le 15 septembre, on a dans l'ensemble du Portugal des manifestations contre les mesures qui sont imposées par la Troïka et le gouvernement, qui réunissent au moins 1 million de personnes. Au moins 1 million de personnes dans 33 villes du pays, 500 000 à Lisbonne, 150 000 à Porto. Alors, tenez-vous bien, c'est la plus grande manifestation depuis le 1er mai 1974. Il n'y a pas au Portugal l'habitude en France, quand on dit grève générale en France, on a l'impression que les gens manifestent, parce qu'en France, il y a quasiment plus de gens dans la rue, et on compte le nombre de, vous connaissez tous, hein, le nombre de manifestants, machin et tout. C'est pas la tradition. Donc les grandes manifestations, là, se déroule le 15 septembre, la plus grande manifestation depuis la Révolution des Olives. Bon, et alors ce qui est très très intéressant, c'est comment se déroule cette manifestation. Et c'est là qu'il y a réellement un changement dans la situation politique. L'initiative de cette manif, c'est 30 personnes. Et alors, c'est la petite histoire, les petites histoires racontent des choses, les anecdotes racontent des choses. En réalité, c'est parti à la mi-août d'une association de travailleurs précaires, la fameuse association de précaires dont je vous parlais, qui était influencée par le bloc de gauche. Donc c'est le bloc de gauche qui a l'initiative du truc. Mais en fait, ils avaient une scission, un petit groupe à la con dont je parlais. Et donc, comme ça posait un problème dans l'association de précaires, ils ont dit on va faire une manif. Et donc le projet de la manif, c'était en gros pour répondre à une scission dans l'association. Ça n'avait rien à voir avec l'idée de mettre 1 million de personnes dans la rue. Donc c'était 30 personnes qui faisaient ça. Et tout d'un coup, tout le monde s'est emparé de ça. Ce qui est fantastique. Ça veut dire que ça aurait pu être n'importe quoi, en réalité. C'est pas ce point de départ qui était par lui-même suffisamment puissant pour mobiliser 1 million de personnes.
hein. C'est que le million de personnes, il était prêt à mobiliser, il s'est saisi d'un truc qui passait par là. Il s'est saisi d'un truc qui passait par là, qui était une initiative de citoyens, qui n'était pas un truc de parti ni de syndicat, et qui s'est emparé de ça. Hein. Bon, jusqu'à tel point que la CGT a fini par y appeler la veille, ou même le jour même, je crois. L'association des officiers a appelé ses membres à refuser la répression, toute répression. Enfin bon, voilà. Des familles entières étaient présentes, des retraités, avec des pancartes, voleurs, etc. Et les mots d'ordre étaient il est temps, gouvernement démissionne, j'escompte plus que les paradis fiscaux, décompons le gouvernement, je suis au chômage, je ne suis pas délinquant, insurrection, nous ne sommes pas monnaie pour la troïka, fout le camp, enfin, vous voyez, c'est un truc pour dehors le gouvernement, dehors la troïka. Mais qui est extrêmement... un truc très très puissant, quoi. Hein, ça se tient le 15 septembre. Le 21 septembre, il y a une autre manif, beaucoup plus petite, mais qui est tout à fait symptomatique, au palais de la présidence Belém, à côté de Lisbonne. Bon, 15 000 manifestants. En plus, il faut y aller à Belém. Vous connaissez le Portugal, Lisbonne, Belém, c'est pas très... Bon, voilà. Et donc, il y a 15 000 personnes qui bloquent la présidence pendant 10 heures en criant « c'est nous, dehors, dégage, le gouvernement, c'est nous ». Bon, voilà, c'est... Et donc là, on a une situation qui est complètement en train de basculer. Hein, c'est-à-dire d'un pays qui est tourné vers l'Europe, qui attend de l'Europe des résultats, on a un pays qui dit « nous, on ne va pas régler le problème avec la Troïka, on va le faire contre la Troïka ». Et donc là, je veux encore vous citer un interview, parce que tout le mois d'octobre, il y a des manifs, je détaillais tout ça, c'est pas le plus intéressant, mais c'est de montrer que là, encore une fois, ce qui est le processus qui est à l'heure. Et Loussa, une interview qui a été faite juste à ce moment-là, répond à la question 6 mai 68, c'est intéressant, je vous cite ça parce que je trouve que ça exprime quelque chose qui me semble très 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 utile pour nous aussi. 6 mai 68 a été une rupture avec les formes plus classiques de représentation de la gauche. La période d'indignation actuelle peut-elle être aussi un changement dans les conceptions de la culture politique? Il faut aussi savoir que tout ça, on a en parallèle dans l'État espagnol, à côté, le mouvement des indignés. Hein. On est exactement dans la même période, et y compris l'occupation, là le 15, je me demande s'il n'y a même pas une occupation du même type dans l'État espagnol, à Madrid. Et Loussa dit « Oui, je crois que nous vivons un moment de refondation, où de nouvelles choses se créent, un mouvement nouveau, avec plus de capacités politiques, avec de nouveaux discours, dans le sens de déterminer notre avenir et de ne pas accepter ni la division, ni les hiérarchies sociales. Il faut construire une société qui repose sur une démocratie responsable et qui lutte pour le socialisme, pour la redistribution des biens communs, l'accès aux gens aux biens démocratiques, parce que le droit à la santé est démocratique, ou les soins des personnes âgées, c'est de la démocratie. Il faut récupérer... Non, pardon, c'est une tragédie qu'une partie de la gauche politique, par adaptation aux pressions libérales et à l'autoritarisme de l'État, ait pu abandonner ces questions. Il faut récupérer le sens de la gauche à partir de l'étendard des droits humains et jusqu'à la lutte sociale, le socialisme, la liberté, la responsabilité des gens, et lutter pour la victoire. La culture doit être celle de la transformation sociale avec la volonté de changer de pays. Le travailleur qui est habitué à rester discipliné et silencieux doit avoir la capacité de participer, de décider. Il faut faire participer la société elle-même aux transformations. Et donc là, on a réellement un changement politique qui provoque comment dirais-je, un débat dans le bloco. Parce que la caractéristique de ce courant politique, de cette organisation, de ce mouvement politique, puisqu'il ne s'appelle pas parti, il s'appelle bloc, et il parle toujours d'eux comme de mouvement, c'est d'adapter sa politique aux évolutions de la situation. C'est-à-dire que quand on dit il se passe quelque chose, il y a un changement dans la population, ben on change la politique, c'est-à-dire qu'on traduit son programme d'une autre manière. Et donc au congrès qui suit ces manifestations, c'est un congrès en novembre, c'est juste au lendemain des manifestations de septembre, il y a une réorientation de la politique du bloc de gauche.
Il y a d'abord la démission de Loussa de son poste de porte-parole. Il a fait le même coup qu'Olivier il y a 5 ans, c'est-à-dire qu'il dit, mais il est toujours militant, hein, il est toujours dans la direction du bloc de gauche, mais il dit, voilà, j'ai été porte-parole 13 ans, je pense que ça suffit, il faut que ce soit quelqu'un d'autre maintenant. Et avec des arguments que je trouve personnellement, on pourra en discuter, tout à fait justes, et il faut qu'on change notre parti, ça ne peut pas être toujours la même personne. Ils ont mis 1 an à retomber sur leurs pieds. Ils ont aujourd'hui une porte-parole qui est extraordinaire, qui est une jeune femme, artiste, qui a une pêche d'enfer. Mais bon, voilà, ils ont réussi. Parce que c'est pareil, c'est entre la... Parce que Loussa, c'était une célébrité au Portugal. Hein. Je ne vais pas dire le Mélenchon, parce que c'est exactement l'opposé de Mélenchon. Non, mais c'est exactement l'opposé. C'est au sens pas du tout hableur, très humble, très etc., mais extrêmement incisif. Voilà, c'est un type modeste, quoi, dans son comportement, mais avec une audience, un truc tout à fait impressionnant. Non, mais c'est vrai, je dis ça parce que c'est... Oui, non, mais c'est pas du tout Mélenchon, ça c'est sûr. Non, mais au niveau de l'audience, c'est exactement la même perception. Voilà. Ah oui, avec un personnage complètement opposé à l'opposé. Voilà. Bon, la deuxième chose qui est importante, c'est le changement d'orientation du front de gauche. Le ton politique... Ils adorent. Le bloc. J'ai dit front, bah voilà. C'est ça. Vous savez que t'étais payé. Alors, le temps politique s'est accéléré. Nous sommes confrontés au début d'une nouvelle résistance populaire. Le mouvement va se développer et du coup, une fenêtre d'opportunité s'ouvre pour surpasser en influence politique et sur le terrain électoral le Parti socialiste. Tout dépendra de l'adresse et de l'audace à formuler des protestations et des propositions. Donc on a vraiment l'idée, on sait avancer. Là, avec ce qui se passe autour de la Troïka et l'attitude vis-à-vis de l'Europe et de la politique d'austérité de la Troïka, on a une possibilité de faire changer la situation. Et donc, on est d'accord pour faire un gouvernement des gauches, ouvert à tout le monde, dès lors qu'il soit clair sur la question de la dette. Annulation de la dette, réévaluation des salaires, nationalisation des banques. Donc, on peut, dans cette perspective-là, faire un gouvernement avec les autres. Avec une idée, c'est ça les bases, avec une idée, ce gouvernement serait un pas en avant que les masses peuvent se saisir comme étant nécessaire pour d'autres confrontations. Là, les affrontements. Mais nous, notre idée, c'est que la proposition, enfin, je parle au nom du bloc de gauche, hein, notre idée, c'est que ce gouvernement des gauches, c'est un pas en avant et un moyen de faire sauter les verrous. Alors, on en discutera parce que vous voyez, c'est une évolution de leur position politique, mais qui est liée au fait qu'ils pensent que la situation a changé. Alors, elle continue à changer. Les manifestations, alors on avait eu celle du 15 septembre, j'ai dit 1 million de personnes dans les rues. En mars 2013, en septembre 2012, ça, mars 2013, 800 000 manifestants, 1,5 million dans tout le pays. Alors, c'est des manifestations convoquées par un collectif qui s'appelle Dehors la Troïka, ou que la Troïka aille se faire foutre, plus exactement. Je ne vous parle pas en portugais parce que je suis très... Voilà. Mais c'est que la Troïka aille se faire foutre. Qui est une constellation de groupes de militants, mais pas les partis. C'est de groupes militants, de groupes locaux, d'associations, etc., dans lesquels il y a le bloc de gauche, évidemment, un peu le Parti communiste, et puis certains membres de la gauche du PS. Hein. Alors là, c'est pareil, je vous lis un passage des appels aux mobilisations du 2 mars. Nous résistons parce que c'est la seule façon de préserver notre dignité et notre vie. Nous résistons parce que nous savons que ce qui nous est présenté comme inévitable est en vérité non viable et donc inacceptable. Nous résistons parce que nous croyons à la construction d'une société plus juste. Et donc c'est une manifestation absolument énorme, hein, des classiques. Suite à ces manifs, il y a des grèves. Hein, il y a des grèves et
la Troïka part du Portugal en 2014. Elle n'y est restée que 3 ans, parce que la situation économique du Portugal n'est pas aussi dramatique que celle de la Grèce, et dans les mécanismes européens, ils n'ont pas les mêmes obligations que les Grecs. Donc ils ont pu se débarrasser de la Troïka. Mais s'ils se sont débarrassés de la Troïka, c'est aussi que ces mobilisations devenaient insupportables. C'est-à-dire que quand tu es dans un pays où tu as 1 million 500 000 personnes, un pays de 10 millions d'habitants, 1,5 million dans la rue pour dire dehors la Troïka, dehors le gouvernement, à un moment il faut faire quelque chose, quoi. Enfin, on garde le pouvoir, c'est ce qu'on disait ce matin, mais enfin on fait quelque chose pour essayer de répondre à ça. Alors, là, il va y avoir une deuxième évolution dans les positions du bloc de gauche qui vont les amener à prendre toutes les décisions qu'ils ont prises dans ces derniers mois. La deuxième position, c'est sur l'euro. La deuxième évolution, c'est sur l'euro. En gros, bon, j'ai dit, hein, ils avaient évolué sur le fait qu'avant, ils ne pouvaient rien faire avec le PS. Là, maintenant, on peut faire avec le PS si il est prêt à renégocier la dette. Hein, c'est-à-dire, en fait, renégocier la dette, ça veut dire l'affrontement avec l'Europe. Hein. L'affrontement avec l'Europe, le FMI, la Banque mondiale. Enfin, parce que renégocier la dette, ça veut dire aux banques privées qui ont prêté je ne sais pas combien de milliards au Portugal, et bien en gros, vous allez ne pas avoir la moitié du remboursement. Hein, c'est un peu comme si vous achetez une maison à 300 000 euros, puis que vous disiez, mais finalement, on va vous rembourser que 150 000. C'est ça la renégociation de la dette. Bon, bon. Et donc, là, ça, c'est leur première évolution. Et la deuxième évolution, c'est sur l'euro. Jusqu'à présent, le bloc de gauche était pour un maintien dans l'Europe, maintien dans l'euro, évolution, se battre pour une évolution démocratique de l'Europe. Bon. L'expérience grecque leur montre que ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser changer une situation dans un pays européen sans s'affronter avec l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a... Et la Grèce, c'est ce que la Grèce a prouvé. C'est-à-dire qu'on peut décider de faire 2 évolutions positives. Si tu décides ça, tu te retrouves avec toutes les institutions européennes qui te tombent sur le rable et qui te disent c'est pas possible, on vous coupe les vivres. Que quand Syriza a capitulé, il n'y avait plus d'argent pour manger en Grèce. Hein. Politiquement, Syriza a eu tort de capituler. Mais à partir du moment où la Banque européenne ne file plus d'euros, tu n'as plus d'argent pour mettre dans les distributeurs, dans les banques. C'est les choses. Il y a un moment, l'affrontement, il prend des formes très pratiques. C'est plus de l'idéologie. Hein. Et donc là, l'état d'esprit, c'est que la position qu'ils avaient n'est plus tenable, tant sur l'euro que sur l'appartenance à l'Union européenne. La crise grecque nous a aidé à comprendre, ça c'est Rosas. Rosas, c'est un autre des grands dirigeants historiques, un ancien maoïste, une personnalité, une des grandes personnalités du bloco depuis sa création. La crise grecque nous a aidé à comprendre qu'il y avait des impossibilités à mener des politiques alternatives à l'austérité dans le cadre de l'euro, et même l'impossibilité de la démocratie. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est renégocier la dette. Si ce n'est pas possible, eh bien on sort de l'euro. Parce que quand on sort de l'euro, on n'a plus de relation qu'avec les banques. On n'est plus obligé de passer par le filtre de l'euro. Quand tu sors de l'euro, ta monnaie, la monnaie redevient monnaie à l'échelle planétaire, et du coup, chaque pays fait ce qu'il veut. Alors que quand tu négocies en euros, c'est la Banque européenne qui décide au bout du compte. Bon. Alors, et ce que dit Rosas, on ne fera pas l'erreur de Tsipras, qui est allé aux négociations sans plan B. Il dit, c'est vrai que il faut faire ça avec précaution, parce que la formule, c'est il faut présenter cet argument de manière très pédagogique, car les Portugais sont très attachés à l'Europe et à l'euro. Le salazarisme, la dictature, a signifié la misère et l'oppression pour le peuple portugais. L'Europe est très associée à la démocratie. Cette association entre Europe et démocratie nous oblige à être prudents. Mais ce que je trouve intéressant dans l'approche,
C'est-à-dire, voilà notre objectif politique, voilà les obstacles, voilà, on cherche à convaincre les gens, mais on sait où on va, je ne sais pas comment dire, on ne se laisse pas porter par un truc. Et c'est là qu'arrivent les dernières élections législatives et les interrogations que les uns et les autres se sont posées sur ce que vient de faire le bloc de gauche. Alors, les dernières élections législatives se sont déroulées en octobre, et elles se sont terminées par la victoire de la droite, avec environ 40% des voix, 40 plus les petits autres morceaux de droite, 40-45% des voix, et le PS avec 32%, le bloc de gauche avec 11%, et le PC avec 9%. C'est-à-dire qu'on a un système où le PC et le bloc de gauche, pour la deuxième fois, font 20%. Bon. Alors le PC a toujours été contre faire les trucs avec le PS depuis 40 ans. Mais là, la situation est plus compliquée parce que la droite toute seule est minoritaire. Par contre, la gauche n'est majoritaire que si le bloc de gauche et le PC votent avec le PS. Donc ça a été ça, la question à laquelle ils ont été obligés de répondre. Alors, ils avaient eu comme attitude, les camarades du bloc de gauche, de dire, nous, on doit apparaître comme étant, apparaître, c'est idiot, être une garantie face à toute attaque contre les salaires, toute attaque contre les pensions, toute attaque contre les services publics. Nous, on doit défendre la stabilité de la vie des gens, etc., etc. Mais, du coup, on n'est pas pour que la droite soit au gouvernement. On n'est pas pour que la droite soit au gouvernement parce qu'on sait ce que ça veut dire dans les attaques contre les classes populaires, contre la population. Et donc, et ils se sont bagarrés même pendant toute la campagne électorale sur on est prêt à faire un accord avec le PS à telle et telle condition. À telle et telle condition. Et les conditions, c'était pas d'attaque sur les retraites, pas d'attaque sur les retraites et les salaires, et pas de flexibilisation des lois du travail, le nouveau code du travail, ce qu'on est en train d'avoir en France en ce moment. C'est ça les conditions. Et en fait, le PS a hésité. Le PS s'est baladé entre est-ce que je fais une coalition avec la droite, qui va être très largement majoritaire, ou je fais une coalition avec le PC et le bloc de gauche. Et il a fini par pencher du côté PC et bloc de gauche. Parce que le PC a changé de position. Pourquoi le PC a changé de position? Alors le PC au Portugal, c'est un truc étonnant. Je vous en ai parlé ce matin. Voilà, mais c'est des PC comme ça. Il y a le PC grec, d'ailleurs le KKE est du même genre. Bon, oui, c'est du même genre que les Portugais. Bon, et le PC, depuis, je faisais le point, depuis 20 ans, a quasiment le même résultat à toutes les élections. Que le bloc de gauche soit là, pas là, que, etc. Il a une partie de la population qui est organisée, qui vote, etc. Mais qui ne bouge plus. Bon. Et ce qu'ils sont en train de se rendre compte, c'est que ça fait déjà maintenant 3 élections, ils ont été dépassés par le bloc de gauche. Et donc là, est-ce qu'ils continuent à tenir leur politique ou est-ce que, au bout du compte, ils ne vont pas être dépassés par les événements? Je crois que c'est ce qui les a fondamentalement amenés à bouger. Et du coup, il y a eu un accord. Il y a eu un accord. Alors, il faut savoir aussi que là, il y a des élections présidentielles ce mois-ci. Je ne sais même pas si c'est pas ce week-end ou le week-end prochain. Enfin, c'est ce mois-ci, les élections présidentielles. Et alors, compte tenu de la Constitution, le gouvernement qui a été mis en place en octobre, il va durer 9 mois parce que, entre la mise en place du nouveau président et tout, il ne peut pas être dissous. Enfin, il y a un truc institutionnel qui fait qu'il y a une fenêtre. De toute façon, il va rester là 9 mois. Et il y a eu un accord entre le PS et le PC d'un côté, et entre le PS et le bloc de gauche. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord et pourquoi le bloc de gauche a fini par voter l'investiture au gouvernement PS? Alors, c'est pareil, on sait beaucoup de la politique, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans cet accord. J'ai du mal à le trouver, ça ne se trouve pas comme ça. Alors que normalement, ça ne devrait pas être si compliqué, mais pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'accord?
L'abandon de l'évolution des cotisations sociales qui conduisait à la réduction des retraites. L'abandon des dispositions du Code du travail permettant la facilitation des licenciements, la fin des privatisations, le renversement du processus de concession des transports, le retour aux 35 heures dans la fonction publique, qui a été adopté au Parlement début janvier, la réintégration de 4 jours fériés, parce que dans les diverses mesures d'austérité, les gens ont perdu des congés payés, 4 jours fériés. Mais 4 jours fériés, ça a été voté au Parlement début janvier. C'est-à-dire que les gens ils travaillaient plus pour gagner autant, 4 jours fériés. Donc restitution de 4 jours fériés, augmentation des retraites, rétablissement de la progressivité de l'impôt, fin du quotient familial et augmentation du salaire minimum. Petite, mais augmentation. C'est-à-dire qu'on arrête de diminuer, après on inverse, là c'est 25 euros en plus. Alors, ce qui est évident, c'est que dans un accord comme celui-là, il n'y a pas la question fondamentale de la renégociation de la dette. Je vous disais tout à l'heure que le bloc de gauche était prêt à faire un gouvernement avec le PS en disant OK pour un gouvernement s'il y a renégociation de la dette. Donc là, il n'y a pas renégociation de la dette, ce qui est évident que ça va clasher là-dessus. Parce que les mesures sociales imposent une renégociation de la dette. C'est-à-dire quand on prend les mesures qu'ils ont adoptées, c'est pas possible de les tenir sans renégociation de la dette. Mais la réaction du bloc de gauche, c'est de dire nous, on n'a pas fait d'accord de gouvernement. On vote pour vous, on vote pour ces trucs-là, on ne rentre pas dans le gouvernement, et on sera ceux qui défendront ces évolutions-là. Alors, bien sûr, et les problèmes vont frapper à la porte, ça ne va pas se passer sans eux. Là, il y a, et je vais terminer là-dessus, tout un débat dans la gauche de gauche européenne sur cette affaire-là. Est-ce qu'ils ont eu raison de faire ça? Un de ceux qui a animé la discussion, c'est Kouvelakis. Je ne sais pas si vous connaissez Kouvelakis, c'est un des animateurs de la gauche de Syriza, un de ceux qui a construit une unité populaire en Grèce quand ils ont capitulé. Et Kouvelakis, il dit, mais il y a un problème. On est d'accord pour dire que tu ne fais pas de politique et tu n'essayes pas de changer la situation sans prendre de risques. La politique, c'est de l'art de prendre des risques. Tu ne prends jamais de risques, tu défends ton petit machin. C'est vrai que tu ne prends pas de risques, mais enfin, tu ne sers à rien. Bon. Donc, quand... Non, mais c'est vrai, quand tu avances, tu prends des risques, évidemment. Mais il faut les mesurer et savoir jusqu'où tu vas, jusqu'où tu ne vas pas. Et lui, il a dit, Kouvelakis, bon, je pense que vous allez un peu trop loin parce que vous savez bien que le Parti socialiste n'affrontera pas l'Union européenne. Or, il n'y a pas d'intermédiaire à l'Union européenne. C'est soit vous capitulez, soit vous en sortez. Il n'y a pas 36 solutions. Et du coup, vous allez être soumis à un chantage permanent. Si vous refusez de voter pour le gouvernement, il saute. Et ce sera vous qui serez responsable de l'arrivée de la droite. Voilà, hein, bon. La discussion est ouverte. Bon, la discussion est ouverte. Je pense que, pour conclure en quelques mots, là j'ai pointé les débats, on en discutera entre nous. De toute façon, encore une fois, c'est... Je vous dis, je trouve que ce qui n'est pas important, c'est de porter les jugements, c'est de se dire quelles sont les conséquences des choix qu'on fait, comment on essaye de peser sur la situation, quels sont les avantages et les inconvénients de telle décision. C'est ce qui est en train de se passer au Portugal. Et d'ailleurs, là, j'ai appris ça là ce midi, là, ce qui est en train de proposer Podemos, hein, qui est autre chose. Là. Bon, là, parce que là, Podemos propose d'entrer au gouvernement. C'est pas la même chose. Ce qui n'est pas la même chose que ce qu'a fait le bloc de gauche, ce qui n'est pas la même chose que ce qu'a fait Syriza. Qu'est-ce que ça montre? Ça, me semble-t-il. Ça montre que apparaît, au moins dans ces trois pays-là, une nouvelle gauche. C'est-à-dire une gauche qui n'est pas le produit
n'est pas le produit de ce qu'a structuré la gauche dans l'ensemble de ces pays depuis un siècle. Syriza, c'est une construction nouvelle. Podemos, c'est totalement nouveau. Bloc de gauche, je vous ai expliqué. Là, on a des processus en cours. Mais pour moi, on est dans le début d'un processus. C'est-à-dire qu'on est dans le début d'une reconfiguration du champ politique, d'émergence de nouveaux mouvements politiques. Tout de suite, il y en a 3. Est-ce que naîtra du Labour britannique un 4e expérience? On verra. On ne sait pas. Mais il se passe ça. Il se passe des choses. Il y a la recherche d'une partie des courants qui ont envie de se battre contre le capitalisme, contre l'austérité et tout, une recherche d'une voie et d'organisation nouvelle, de mouvements nouveaux, etc. C'est pas parce qu'on est nouveau que les problèmes classiques disparaissent. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement... moi, je suis convaincu de ça. C'est-à-dire qu'on est dans une phase historique de reconstruction de nouvelles formes d'organisation de celles et ceux d'en bas. Mais c'est pas parce que c'est des nouvelles formes qu'il n'y aura plus d'État, ce dont on parlait ce matin, qu'il n'y aura plus d'affrontement avec l'Union européenne, que les partis socialistes, les partis communistes, le jour où ça ira trop loin, ne tireront pas dans les pattes, etc. Tout ça ne changera pas. C'est-à-dire que cette nouvelle gauche, elle est un champ de force dans lequel il y aura des tensions, ça tirera dans tous les sens. Sachant que, il me semble que le choix stratégique de toute cette nouvelle gauche, dans lequel pour le moment le bloc de gauche se débrouille pas si mal, au bout du compte, il est quand même de savoir si on cherche des réponses institutionnelles ou si le centre de ce qu'on met, le centre de son activité, de ses préoccupations et des moyens et des leviers, c'est la lutte sociale. Et qu'au bout du compte, ce sera sur cette décantation-là que se produiront les chocs politiques. C'est-à-dire que ces nouveaux mouvements, ils vont être confrontés aux questions qui sont celles des luttes de classe depuis que le capitalisme existe. Bon. Mais ils le font non pas à partir des débats passés. Ce matin, je citais la révolution russe, ce qui s'est passé en Allemagne, 36, je sais pas quoi, etc. Ils font à partir d'autres choses, à partir d'une expérience, de mouvements, etc. Ils se retrouveront confrontés à ces questions-là. Ce qui est décisif pour que ça évolue positivement, c'est que le point de départ, ce soit les luttes sociales, et pas les institutions, et pas les postes. J'ai fini.